Comme toutes les belles histoires, celle-ci commence par « Il était une fois ». Il était une fois l'un des plus beaux, des plus grands palais gothiques. Il était admiré à travers toute l'Europe et il contemplait de sa splendeur la bonne ville de Bruxelles. Alors il a failli disparaître lors d'un tragique incendie. Aujourd'hui, pour le découvrir, il faut aller sous terre. Nous sommes ici, place Royale, et cette entrée n'est d'habitude pas réservée au public, mais je vous propose une visite très privée car ça ne vous étonnera pas, j'ai les clés. L'endroit où nous nous trouvons est véritablement extraordinaire, je dirais même unique en Europe. Imaginez un lieu où le pouvoir a été exercé sans interruption pendant près de 1000 ans. Alors on peut remonter au fastueux duc de Bourgogne, à l'empereur Charles Quint, aux empereurs autrichiens, à Napoléon, à Guillaume Ier des Pays-Bas, Léopold Ier, le premier roi des Belges et aujourd'hui le roi Philippe. La place royale, le Coudenberg, cette place royale qui se trouve juste au-dessus de nous, a toujours été au cœur du pouvoir dans nos régions. Au Moyen-Âge, Bruxelles conquit sa place de chef-lieu du duché de Brabant. Ensuite, la ville devint la capitale des territoires dénommés Pays-Bas et se vit placée sous l'autorité des ducs de Bourgogne. Plus tard, ce fut au tour de Charles Quint d'y être émancipé et d'y abdiquer. Un poète et historien du XVIe siècle décrit le palais comme vraiment royal, assez vaste pour qu'on y pût loger l'empereur, les princes, les reines et les dames de la cour, de leur suite, avec tous les officiers de service. Si vous n'avez jamais visité le Coudenberg, il faut d'abord comprendre où nous nous trouvons et surtout comprendre pourquoi ce palais se trouve aujourd'hui sous terre. Alors, on se trouve sous terre puisque l'ancien palais de Bruxelles, lorsqu'il a brûlé en 1731, s'est retrouvé à l'état de ruine. Et puis, ces ruines sont restées là pendant 40 ans. Et après 40 ans, on a décidé de transformer le quartier et de construire une nouvelle couche urbanistique sur les ruines, qui est maintenant le quartier royal. Il était vraiment aussi beau que ça, ce palais. On dit qu'il faisait des envieux. Tout à fait, il était connu dans l'Europe entière. C'était un lieu de pouvoir, évidemment, avec la présence des ducs de Bourgogne, de Charles Quint, des archiducs. Donc, au niveau des décisions stratégiques, c'était un palais qui était connu de par les frontières. Et puis, au niveau de ses proportions, de ses choix architecturaux, de sa grandeur, c'est clair que ce palais du Coudenberg faisait l'admiration. Pour quelle raison ce palais a-t-il été construit en surplomb sur une colline dominant la ville ? Alors, le haut de la ville, c'est un endroit stratégique qui domine géographiquement le reste de la ville, avec on va dire une rivalité entre le bas de la ville qui est plutôt commerçant et puis le haut de la ville qui a, depuis les origines de Bruxelles, été le mont du pouvoir. C'est symbolique, c'est stratégique, on aime se montrer. Frédéric, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'à proximité de ce palais se trouve un espace naturel. Aujourd'hui, il y a le Parc Royal. Il n'existait pas à l'époque. Absolument. Donc le parc de Bruxelles, donc de l'époque, qu'on appelait Warande, et servait, on va dire, à alimenter le palais en fruits et légumes. Ça servait de réserve de chasse pour le petit gibier, d'où son nom. C'était aussi un espace de loisirs, donc à proximité de la forêt de Soignes, où évidemment les princes aimaient beaucoup chasser. Et on appréciait le palais du Coudenberg pour ses espaces intérieurs, mais aussi ses espaces extérieurs et la proximité avec un terrain de chasse important. Nous sommes ici dans les caves du corps de logis, c'est-à-dire le lieu le plus ancien de ce site archéologique du Coudenberg. Songez que certains murs dateraient du XIIe siècle. Eh bien, au-dessus de ces caves se trouvait le corps de logis, c'est-à-dire les appartements princiers. Et c'est là, dans la nuit du 3 au 4 février 1731, que s'est noué le drame du palais du Coudenberg. Michel Fournier, on se trouve ici dans un endroit bien particulier, c'est le corps de garde et au-dessus de nous se trouvaient les appartements princiers. Oui, c'est bien ici, au-dessus de nos têtes, que résidait
les souverains. À l'époque, il s'agissait de la gouvernante, l'archiduchesse Élisabeth d'Autriche. Donc l'archiduchesse dormait et elle ne s'est rendue compte de rien. On était en pleine nuit, évidemment. Et ça a effectivement posé problème pour essayer d'éteindre les flammes au plus vite. N'importe qui ne pouvait pas pénétrer dans les appartements de l'archiduchesse. Un des gardes a pris sur lui de forcer la porte et de l'extraire presque manu militari. Il lui a sauvé la vie. Il lui a sauvé la vie, mais il a tout de même subi un blâme. Bruxelles se réveille le lendemain de l'incendie, mais que reste-t-il? Que découvrent les Bruxellois? Tout est en ruine, hein, quasi, à part quelques bâtiments périphériques qui ont complètement échappé à l'incendie. L'aile du corps de logis est complètement effondrée. L'Aula Magna a perdu son énorme toiture et ses 2 planchers. La chapelle, elle, a été privilégiée par le fait qu'il s'agit essentiellement d'une architecture en pierre. Combien de temps cette ruine va-t-elle rester à ciel ouvert? Il a fallu attendre 43 ans de tergiversation pour finalement décider de raser la quasi-totalité du palais. La chapelle est construite sous le règne de Charles Quint. Elle est dédiée aux saints Philippe et Jean en mémoire des parents de l'empereur Philippe le Beau et Jeanne la Folle. L'édifice avait des dimensions de la Sainte-Chapelle de Paris et était renommé à travers toute l'Europe. Largement épargnée lors de l'incendie, la Grande Chapelle a été entièrement détruite au XVIIIe siècle lors du réaménagement du quartier royal, avec notamment la place royale. Mais suivez-moi, car j'ai autre chose à vous montrer. Observez cet encadrement. Avec un petit effort d'imagination, vous pourrez peut-être y découvrir une fenêtre. En tout cas, cette fenêtre donnait, il y a quelques siècles, sur les jardins du palais. Et c'est ça, l'un des secrets de ce site archéologique qui renferme des espaces couverts ou fermés, comme l'Aula Magna ou la chapelle, mais aussi des espaces ouverts en pleine ville. Et à ce propos, je vais vous faire découvrir une rue qui a franchi les siècles. Frédéric, ici, on se trouve où précisément? À l'extérieur ou à l'intérieur? Alors, un peu les deux. C'est-à-dire qu'on est à l'extérieur lorsque on retourne au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et en tout cas avant le réaménagement de la place royale. Et puis on est à l'intérieur après le réaménagement de la place royale, puisqu'on vient recouvrir cette rue Isabelle, qui était une vraie rue à ciel ouvert, une des plus larges d'ailleurs et des plus anciennes de Bruxelles. On vient recouvrir cette rue Isabelle donc d'une voûte qui permet de construire un nouveau bâtiment à l'étage qui est maintenant le 10 Place Royale. La rue Isabelle permettait de rejoindre le haut de la ville au bas de la ville en passant par la collégiale des Saint-Michel et Gudule. Les pavés sur lesquels on marche aujourd'hui, ce sont les pavés d'origine? Alors pas tous. On triche un peu. Les pavés d'origine se trouvent encerclés donc, de cuivre un peu en haut de la rue. Et puis il y a d'autres vestiges d'aménagement plus anciens, on va dire, qui se trouvent en dessous des grilles là. Sinon, c'est un niveau qui a été reconstitué pour faciliter la circulation des visiteurs. On peut dire d'une certaine manière que ce palais du Coudenberg, c'est aussi un palais de femmes. Tout à fait. Donc, au palais du Coudenberg, beaucoup de femmes ont exercé véritablement un pouvoir important, que ce soit la sœur de Charles Quint, Marie de Hongrie, l'archiduchesse Isabelle. Donc, c'est vraiment un lieu où les femmes ont pu véritablement avoir un rôle politique important. Mais la partie la plus prestigieuse, la plus fastueuse et probablement la plus solennelle du Coudenberg, c'est bien sûr la célèbre Aula Magna qui se trouve là, juste à côté de moi. C'est peut-être le plus beau des édifices gothiques, en tout cas l'un des plus célèbres de l'Europe à l'époque. Il a profondément marqué l'histoire de nos régions et n'ayons pas peur des mots, l'histoire du monde. L'Aula Magna était un des principaux bâtiments qui clôturait toute une aile autour de la cour intérieure du palais. Donc on voit ici effectivement le mur extérieur qui s'étend sur une longueur de 40 mètres de long, ce qui est considérable. Aula Magna qui en latin signifie grande salle. Exactement. Et on peut considérer en fait qu'elle était aussi haute que longue.
Donc le faîte de sa toiture culminait à 40 mètres de haut, ce qui est considérable. Cette Aula Magna, elle signifie des événements importants pour nos régions et même au-delà, concernant le règne de Charles Quint, par exemple. Oui, et notamment son abdication en 1550. On va peut-être aller visiter à l'intérieur, du coup. Mais allons-y. Vous pensez qu'on a l'autorisation, on peut rentrer? Charles Quint nous accueille. Michel, on se retrouve où ici précisément? Nous sommes dans les cuisines de l'Aula Magna, donc sous la grande salle. Déambulons dans la cuisine alors. Ici, à nos pieds, ce qu'on foule, c'est bien le sol de la cuisine, alors que devant nous, on constate qu'il y a une sorte d'amas de dalles. Ouais. Ça, c'est le dallage de la salle d'apparat proprement dite. Ah, c'est donc les dalles qui se trouvaient au-dessus de nous Voilà, voilà. et qui ont baissé d'un étage, en fait. Voilà. Michel, vous êtes archéologue, un archéologue, ça fouille et ça trouve des choses, mais on a trouvé quoi précisément dans les ruines de ce palais? Ce qu'on a trouvé est assez banal. On retrouve, entre autres, des ustensiles de cuisine. On les a trouvés où alors finalement, ces objets? Bien, l'essentiel des objets découverts en fouille l'ont été dans des structures de rejet. Dans les toilettes, du coup. Mais de fait, les gens, par en fait négligence, jetaient des objets cassés dans les toilettes. En fait, aujourd'hui, on perd son GSM dans les toilettes. À l'époque, on y jetait des couverts et des plats. Oui, et des pots de chambre aussi. Rêvons un peu, on a pu identifier le pot de chambre de Charles Quint? Non, quoique il y aurait peut-être une possibilité. Donc une des fosses d'aisance a précisément livré un pot de chambre en cuivre. Et ce pot de chambre est trouvé précisément dans une couche datée du XVe siècle. Mais donc, pourquoi pas Philippe le Bon, dès lors. Si vous passez du côté de la Place Royale à Bruxelles, n'hésitez pas à regarder Sous terre, à visiter ce Coudenberg. Il résume à lui seul des siècles d'ambition, de pouvoir, de drame et puis de grandes fêtes aussi. De nombreuses fêtes se sont déroulées ici, dans ces murs. Et puis, c'est l'occasion aussi de constater que la destruction, les flammes n'ont pas gommé la mémoire de ce palais. Il faut aussi remercier tous les chercheurs et tous les gardiens du patrimoine qui ont permis de nous le restituer jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres découvertes, d'autres mystères et d'autres envies liées au patrimoine. Ne l'oubliez pas, j'ai les clés.